Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma avec nos deux invités. Philippe Muil, réalisateur. Bonjour Philippe Muil. Bonjour. Et Steve René, le producteur du dernier film de Philippe Muil, Yéing, le promeneur d'oiseaux, en compagnie de votre épouse Ning Ning. Bonjour. Alors, je vais, pour commencer, présenter mieux nos invités. Philippe Muil, vous êtes un réalisateur, scénariste et producteur français. Un de vos films, Le Papillon, sorti en 2002, a connu un extraordinaire succès en Chine. Et c'est ainsi que vous en êtes venu à réaliser un film inspiré de cette histoire, tourné en Chine et en chinois, qui s'intitule en français Le Promeneur d'oiseaux et qui sortira en France le 7 mai et en Chine le 15. Le 23, je crois. Alors le 23. Steve René, vous vivez en Chine depuis une dizaine d'années et vous êtes patron de 2 restaurants à Pékin. Vous êtes toujours passionné pour le cinéma et c'est un peu au hasard des rencontres que vous avez proposé à Philippe Muil de vous lancer ensemble dans cette aventure. Vous êtes donc l'un des producteurs du Promeneur d'oiseaux. Tout à fait. Et pour commencer, nous allons regarder ensemble la bande-annonce du film qui sortira donc très bientôt sur les écrans. 祝福你！你愣着干什么呀？赶紧进来呀！我就不进去了。你把这个小东西给我孙女儿。我得飞趟巴黎。你们要是真拿孩子不知怎么办好，那我带他走一趟。我不想去，我真的不想去。 C'est bon pour apprendre le chinois, il faut que j'apprenne tous les dialogues par cœur. Alors, on va, pour commencer, essayer de raconter l'histoire de ce film, comment cette idée est née, qu'est-ce qui s'est passé, comment un réalisateur français est venu tourner un film en Chine et en chinois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, voilà, c'est effectivement ça part du Papillon. Qui est un film connu en Chine. Et en 2009, je suis venu à un festival à Pékin, Panorama du cinéma français. Et j'ai rencontré cette personne que vous voyez là, qui m'a dit, tiens, avec ma femme Ning Ning, on voudrait bien se lancer dans la production de films. Et à ce moment-là, les accords franco-chinois venaient d'être signés, des accords de coproduction franco-chinois. Il y avait une opportunité de monter quelque chose qui soit à la fois chinois et français. Et on a commencé à réfléchir à un projet. Originalement, on a commencé à parler de possibilité de faire un remake du Papillon, puis finalement on a abandonné cette piste assez vite pour au contraire s'attaquer à l'écriture d'un scénario plus spécifiquement chinois, original, qui garde 2-3 ingrédients du Papillon, mais qui se développe d'une façon très différente. Et Steve, alors comment vous est venue cette idée d'aller à la rencontre de Philippe Muil pour lui faire une proposition? Alors en fait, je suis pas allé à la rencontre de Philippe Muil. J'ai rencontré Philippe Muil à l'époque où je travaillais pour une association qui s'appelle Unifrance, qui fait la promotion du cinéma français en Chine. Et c'est dans ce cadre-là que Philippe venait présenter son dernier film qui s'appelle Magique, qu'il avait réalisé avec les comédiens Marie Gillin et Cali. Et à l'occasion de sa visite, je lui ai fait découvrir la notoriété du Papillon. Pour la simple et bonne raison, en Chine, tout à fait, que mon épouse, ancienne comédienne et animatrice, avait sur son portable, elle avait la chanson du Papillon sur son portable. La chanson du générique de fin. Et c'est comme ça que j'en ai été amené à parler à Philippe de cette notoriété. Et puis également, lors de nos voyages à Canton et dans différentes villes de Chine pour la promotion du film, le public qui était là, quand ils ont compris que le réalisateur de Magique était le réalisateur du Papillon, s'est mis debout pour applaudir. Et c'était la première fois que je voyais autant de mouvements pour un réalisateur par rapport à tous les réalisateurs que j'ai pu présenter leurs films en Chine. Et voilà, c'est à partir de ça qu'on a échangé avec Philippe. Des emails dans un premier temps, et puis je tiens à souligner aussi que j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs, et Philippe est un des rares réalisateurs qui a répondu à mes emails, et donc voilà. Comment ça s'est passé? Vous avez écrit un autre scénario,
sur quelle base exactement? Parce que vous avez dû intégrer des éléments de la culture chinoise. Oui. Comment vous avez compris ces éléments? Quel a été le processus? C'est pas que j'ai intégré des éléments de la culture chinoise, c'est que je me suis plongé dans la culture chinoise pour faire un film vraiment chinois. Donc, et moi, je connaissais juste un petit peu la Chine. J'étais venu 2-3 fois comme ça, mais rapidement. Et donc, il a fallu que je passe beaucoup de temps, que je pose beaucoup de questions, que je rencontre beaucoup de gens, que j'aille dans beaucoup d'endroits, que j'observe beaucoup de choses pour peu à peu comprendre comment tout ça fonctionnait. Et c'est à l'issue de ces observations qu'est née la première idée, l'idée, disons, principale de l'histoire, à savoir ce vieux paysan chinois qui est venu à Pékin pour que son fils fasse des études. Et maintenant, il va retourner dans son village d'origine en remportant un oiseau que sa femme lui avait donné à l'époque. Mais c'est parce que j'ai vu les Chinois dans les parcs avec les oiseaux et que je me suis aussi, que j'ai appris sur l'histoire de la Chine. Voilà, que c'est comme ça que peu à peu s'est construit ce scénario. D'accord. Et donc vous avez écrit une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire du papillon finalement. Non, le point commun, c'est dans le papillon, c'est un vieux bonhomme et une petite fille qui sont étrangers l'un à l'autre. Bon, j'ai gardé cet élément, mais maintenant c'est un grand-père et sa petite fille, et je parle vraiment des 3 générations, c'est-à-dire la génération de cette petite fille, la génération de ses parents et la génération du grand-père. Et embrassant ces 3 générations, finalement, sans en faire la démonstration, c'est bien emblématique de l'histoire de la Chine. Ça se passe sur 3 générations. D'ailleurs, ça synthétise bien l'histoire de la Chine. Donc voilà, c'était la structure du film, c'est ça. Comment ça s'est passé pour le casting, pour trouver des acteurs chinois que vous ne connaissiez pas, j'imagine, vous-même en arrivant? Oui, j'ai regardé beaucoup de films. Steven Ning avait, dès le début du projet, une idée sur qui pouvait jouer le rôle du grand-père. Donc on a rencontré Li Baotian avant même de commencer vraiment. Peut-être j'avais commencé à écrire, mais enfin on l'a rencontré très très vite. Et tout de suite, on a su que c'était lui qui ferait le film. Et puis les autres comédiens, j'ai rencontré des comédiennes, des comédiens. On a bavardé. Et puis moi, je l'ai choisi de façon assez intuitive. Donc assez rapidement, j'ai jeté mon dévolu sur Li Xiaojian, que je trouvais très, très naturel, très nature, avec une bonne comédienne et belle. Et puis Shin Rao, que j'ai rencontré en premier. Après, il y a eu un autre comédien qui était possible pour le film. Mais après, on est revenu à ma première rencontre sur Chinois. Et j'ai lu que vous aviez eu beaucoup de difficultés pour trouver la petite fille qui interprète le rôle principal du film. Oui, quand on fait un film avec un enfant, c'est toujours difficile. C'est-à-dire que c'est dangereux d'ailleurs. Parce que si l'enfant est très bien, le film a des chances d'être bien, mais si l'enfant n'est pas bien, le film a toutes les chances d'être mauvais. Donc il ne faut pas se tromper. Donc il faut avoir de la chance, et on a eu de la chance en trouvant cette petite fille, Yang Xini, qui est vraiment exceptionnelle et qui, en plus d'une gentillesse formidable, est très travailleuse et très... Et elle était vraiment très très bien. Ils se sont très bien entendus avec les Biaotiennes, donc c'était bien. Steve, vous êtes rendu sur le tournage. Oui. Qu'est-ce que vous avez... C'était la première fois que vous participiez de si près à un tournage. Comment ça s'est passé? Donc c'était une première pour nous. C'était une première pour Philippe et même pour un réalisateur français de venir faire un film en Chine. Nous, c'était une première de se lancer dans la production d'un long métrage. Je pense qu'à l'époque, si on avait mesuré ce que ça représentait, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Et pourtant, quand il s'agit de continuer, voilà, on est allé jusqu'au bout et ça a été une sacrée aventure. Et donc, pour en revenir à votre question, oui, on a assisté. Il y a eu une dizaine de semaines de tournage et on a assisté avec mon associé épouse Ning Ning à peu près 6 semaines de tournage, qui a été un tournage qui a beaucoup bougé. Comme vous avez pu le voir sur les images de la bande-annonce, c'est un film qui s'est tourné à Pékin. Il y a eu quelques jours de tournage à Tianjin et essentiellement tourné dans la province du Guangxi. Dans le sud de la Chine. Voilà, tout à fait. Dans des paysages choisis par Philippe.
beaucoup de repérage, on a pris beaucoup de temps pour choisir vraiment ces lieux et j'espère que les spectateurs le verront à l'image. Voilà, comment ça s'est passé pour communiquer avec l'équipe, avec les acteurs? Comment vous avez pu pallier au problème de la langue? Les gestes, non, un peu de tout, un peu de tout. Bon, moi, j'ai fait un petit effort dès le début, parce que je me suis dit, bon, je vais aller passer du temps en Chine, donc la moindre des choses, presque, je dirais, la moindre des politesses, c'est d'apprendre un peu le chinois. Donc, je me suis amusé à apprendre un peu le chinois. J'avais des assistants, un premier assistant hongkongais qui parlait l'anglais. J'avais des assistants qui parlaient le français. Des comédiens excellents à qui j'ai pas eu grand chose à dire. Enfin, je veux dire, ils se sont très très bien et très vite bien branchés sur les personnages qu'ils devaient incarner. Ils ont eu un jeu qui m'a convenu tout de suite au niveau du ton, parce que j'avais un petit peu d'appréhension, comme j'avais jamais travaillé avec des acteurs chinois, j'avais un petit peu d'appréhension quant au jeu. J'avais un petit peu peur que le jeu soit un peu trop extériorisé. Et en fait, pas du tout. Ils ont été donc parfaits. Donc j'ai été aidé par tout le monde. Donc le travail du réalisateur, même en France, même en français, on va dire, quand on parle de direction d'acteur, ça n'existe pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, la direction d'acteur, ça consiste à ne pas se tromper sur les acteurs. Si le scénario est correctement écrit et si on ne se trompe pas sur les acteurs, 80% du travail est fait. Après, on peut corriger un petit truc à droite à gauche, mais voilà, donc c'est pas trop compliqué en fait. Mais quand même, vous avez multiplié les risques, parce que vous avez donc travaillé avec des acteurs chinois, donc dans une langue que vous ne connaissiez pas, avec une enfant, des animaux, enfin un oiseau, avec un producteur qui lui-même était un tout jeune producteur. Absolument. Comment vous lancez à notre époque dans une telle aventure, alors que ça fait penser un petit peu à la façon de faire les films dans les années, je ne sais pas, 50. Qu'est-ce qui vous a donné cette énergie? Le goût de l'aventure, je pense. Je sais pas. C'est vrai que maintenant, quand je vois le film, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est-à-dire, je me dis, mais je me dis, mais je sais pas trop comment j'ai fait, quoi. Enfin, comment on a fait, parce que c'est pas mon travail uniquement, c'est le travail de tout le monde. Donc, c'était dangereux pour tout le monde. Franchement, c'était vraiment dangereux pour tout le monde, quoi. Donc, on a eu, et ça a été dangereux et extrêmement difficile pour plein de raisons, y compris financières. C'est un film qui était très très difficile à faire. Mais on a eu de la chance, on a été un peu, peut-être le ciel était avec nous. Donc voilà. Donc tout s'est bien passé finalement. Ouais. Et vous, Steve, comment vous vous sentez maintenant que le film est terminé, qu'il va bientôt sortir? Est-ce que ça a changé votre vie? C'est sûr que ça a changé ma vie. Faire un film, c'est comme faire un bébé, et l'accouchement est pas évident. Voilà, là je ne sais pas comment j'ai pris un peu de recul quand même, qui me permet d'appréhender la sortie assez sereinement. Après, maintenant le film va être entre les mains du public. On espère qu'il va aller voir le film. Pour aller voir le film, il faut qu'il soit au courant de l'existence de ce film. Donc ça fait partie du combat qu'on a en ce moment. Moi, j'en parle justement pour en parler. Je suis ici pour en parler. Et donc, voilà, le principal étant d'être fier du film. Malgré tout ce qui s'est passé, là je vais piquer une anecdote à Philippe, parce que comme je le suis dans des interviews, je vais prendre l'exemple, vous avez souligné le fait que j'étais restaurateur, de l'exemple de Philippe qui dit que quand on va manger dans un restaurant, ce qui compte pour le client, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, et ce qui s'est passé dans la cuisine pour préparer tout ce plat n'est pas le problème des spectateurs. Mais bon, là je profite quand même pour en parler, pour dire que faire un film c'est pas facile, ça l'est de moins en moins. On a été très audacieux pour aller jusqu'au bout, et j'étais tenté de citer une phrase d'Audiard, mais malheureusement je l'ai oublié. Je suis stressé d'être là dans un taxi pour Toubro. Je sais plus. C'est une histoire de il faut mieux être un fou qui avance que deux intellectuels assis. Mais c'est à peu près. C'est comme ça que vous me voyez. C'est vrai qu'ils ont été fous. Voilà. Ils ont été fous de. Et vous un petit peu aussi. Moi aussi.
Moi, j'ai une petite phrase, je ne sais pas si je l'ai déjà dite à Astir. J'ai une petite phrase, je dis si ça a été très dur de faire ce film avec des producteurs qui n'avaient pas l'expérience, mais s'ils avaient eu l'expérience, ils ne l'auraient pas fait. Parce que c'était trop dangereux de faire ce film. Ce qui a quand même suscité toute cette histoire, c'est le succès inespéré du film Le Papillon en Chine, alors qu'il n'est jamais sorti dans les salles, je crois. Ouais, ça c'est un truc, c'est un truc spécial. D'ailleurs, je me suis arrêté là avant de venir dans une boutique. J'ai acheté 10 DVD à Pékin, du Papillon donc, pour pas cher. Et oui, je me le suis procuré. Oui, alors ce film est très connu en Chine et il n'est jamais sorti. Il est connu d'abord en DVD, ensuite sur les réseaux, sur Internet, en streaming, etc., etc. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de ce film. Je dois je mets ça entre guillemets parce que je ne vais pas me flatter, je dois ma notoriété chinoise à la façon étrange dont ce film est arrivé en Chine, mais en tout cas pas dans les salles. Ce qui, encore plus que Le Papillon, ce qui est très connu en Chine, c'est la musique de la fin du générique. Donc une petite chanson chantée par les deux acteurs, Michel Serrault et Claire Boiniche, pardon. Nous allons en écouter un extrait pour ceux qui ne se rappelleraient pas. Pourquoi les poules pondent des œufs? Pour que les œufs fassent des poules. En Chine, sous-titré en Chine. Les amoureux Il y a s'embrassent. une version chinoise d'ailleurs. C'est pour Ah que bon les pigeons roucoulent. Chanté par une chinoise, je ne sais pas par qui. Moi, je l'ai entendue souvent, cette chanson, dans les taxis à Pékin. Elle est vraiment connue. Et puis, effectivement, c'est une sonnerie de téléphone, apparemment, qu'on peut télécharger. J'ai vérifié hier. Ce qui est amusant, c'est que le texte de cette chanson, je l'ai écrit il y a 30 ans. Ah, c'est vous qui l'avez écrit? Ouais. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Je me rappelle bien où je l'ai écrit. Et j'ai changé des trucs. Hein. Je l'ai adapté. Mais la première version de cette chanson, je l'ai écrite il y a 30 ans. Et apparemment, le compositeur de la musique du film, Oui. qui est aussi le compositeur de la musique de cette chanson, j'imagine? Non, c'est pas le même. Ah, pardon. Du film Le Papillon ou Du film Le Papillon. Oui, si, c'est le même. Ah, Oui, non, mais c'est pas le compositeur de Yéning, je veux dire. oui, mais c'est le compositeur Ah oui, de bien cette sûr. chanson. Oui, oui. Et il a par la suite travaillé justement en Chine, sans doute aussi sur la lancée du succès du Papillon, j'imagine. Peut-être, oui. Je sais qu'il a travaillé avec. Il a fait un film qui s'appelle Shaolin avec Jackie Chan. Et Jackie Chan connaît cette chanson très bien. La Il l'a chanson fait du écouter, Papillon. il s'est mis à la chanter. Donc, ouais, c'est marrant. C'est une petite chanson, quoi. Mais c'est sympathique. Donc, Oui, ça se retient facilement, Ouais. c'est mignon. puis c'est des paroles simples. Mais là, ce film va sortir en Chine, il va être distribué... Yéning. oui, Il sort très bien en Chine, bien sûr. Il sort très bien, distribué par Chine-Mai. Mhm. Il sort très bien en Chine. Dans beaucoup de villes. Oui, c'est Steve qui connaît ça par On travaille sur la distribution D'accord. et voilà. Et il sort en France, et j'ai vu dans d'autres villes asiatiques. Il sort dans d'autres pays asiatiques. Dans d'autres pays asiatiques. Alors symboliquement, moi je pense que je vais aller de plus en plus en Corée du Sud, parce que la Corée du Sud est le premier pays étranger à avoir acheté le film. Et c'est le premier festival international où le film a été présenté. Et en plus, nous y étions. Le film a été très bien accueilli, donc on en est très touchés. Et ensuite, il a également été vendu à Singapour, au Japon, à Taïwan, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, en Turquie, et puis en Suisse. Et je dois oublier, et le Portugal. Voilà, une dizaine de pays. Et on espère que ça va continuer suite à la sortie du film. C'est un peu étrange quand même pour ces pays. Donc ce sera un film réalisé par un réalisateur français, tourné en Chine. Oui, en fait. Là aussi, c'est difficile à présenter, non Oui, un petit peu, mais en fait pour le public non chinois, c'est un film chinois. Mais simplement la structure narrative, la façon dont l'histoire est racontée
est un peu plus proche du cinéma occidental. Donc on peut penser qu'un public non chinois va avoir plus accès au film que sur un film typiquement chinois, parce que la structure narrative est assez identifiée. Donc partout où on est allé dans les festivals, ça marche très bien. Et les gens découvrent la Chine aussi. Les gens découvrent une Chine parce que moi j'ai voulu faire une chose aussi, c'est que j'ai voulu montrer une Chine différente de celle qu'on voit à la télévision, dont on parle dans les news, parce que cette Chine-là dont on parle dans les news est souvent une Chine critique, négative, problème de pollution, etc., etc., dont on ne va pas nier l'existence. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, bien sûr que non, mais il y a autre chose. Il y a aussi la beauté de la Chine. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Vous avez voulu montrer les paysages aussi. Oui, parce que c'est un beau pays. Enfin, il y a des endroits magnifiques. Donc il faut le montrer. Les gens qui sont non chinois vont le découvrir. Et je pense même que les Chinois des grandes villes vont voir. Peut-être ils vont pas voir ces paysages. Il faut que les Chinois sachent qu'ils ont un pays à protéger. Après un tel succès, vous avez dû être tenté de recommencer avec une autre petite chanson. Est-ce que vous l'avez fait? On a eu le projet, on n'a pas réussi à le faire. On a eu le projet, mais là encore, on n'a pas réussi à rassembler les ingrédients pour faire enregistrer une chanson en chinois par une chanteuse chinoise connue, etc. Mais par contre, il y aura peut-être une petite chanson inspirée du film qui accompagnera le film. Voilà, par la suite, c'est la surprise. Non, c'est en ce moment. Ah bon? Et le combat n'est jamais terminé. Est-ce que toute cette aventure vous a appris quelque chose sur le cinéma ou à titre personnel? Qu'est-ce que vous en retirez? Oui, bien sûr. Moi, je dis toujours que je fais des films pour apprendre à faire des films. Donc, chaque film que je fais est un apprentissage de plus. Donc, j'ai eu plaisir à faire le film parce que j'avais devant la caméra des choses que je connaissais pas, à la fois des visages que je connaissais pas, des paysages que je connaissais pas, une architecture que je connaissais pas, des couleurs, etc. Donc c'était d'un point de vue artistique, c'était très intéressant. Après, j'ai appris plein de choses. D'abord, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris un peu de chinois, mais surtout j'ai découvert la Chine. Enfin. Ouais, une partie de la Chine. Voilà, j'ai fait un pas de découverte de la Chine. Donc oui, j'ai appris plein de trucs, donc c'est bien. Je me permets de réagir sur ce que je viens de voir par rapport à ce que Philippe disait, que si on avait su ce que ce serait de faire un film, on ne l'aurait pas fait. Là, je viens de voir une photo avec une barque où ils ont embarqué la caméra dessus. Je trouve ça absolument incroyable. Je sais que quand on était en repérage, notre fixeur il y avait un doute de Philippe sur la barque, sur le danger de ne pas tomber. Il disait non mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et il est tombé dans l'eau quand même, de la barque. Quoi. Mais c'est pas la même barque. Hein. C'est pas la même barque. C'est un radeau qu'on a confectionné exprès. D'accord. Donc là j'étais pas là à ce moment-là. Non, ça va. Mais vous avez dit à plusieurs reprises que si vous aviez su, vous ne l'auriez pas fait. Alors maintenant que c'est fait... il y a quelques semaines, je vous aurais dit peut-être non tout de suite. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui me guide, mais je me suis toujours dit par rapport à ce film, on a eu tellement de difficultés, on nous a toujours mis des bâtons dans les roues, mais tout en ayant des solutions qui arrivent, des petits cadeaux de la vie. On parlait de la comédienne tout à l'heure. Ça a été très compliqué effectivement pour le casting de la petite fille parce que Philippe, à juste titre, était tenté d'un peu reproduire le système français pour trouver une comédienne. La Chine est grande, c'était délicat de chercher une comédienne dans toute la Chine. Ensuite, on s'est concentré sur Pékin. Il y a un moment, je croyais qu'on ne la trouverait jamais. Et finalement, je l'ai trouvé, on l'a trouvé. C'est même moi qui fais le directeur de casting parce que le directeur de casting n'était pas là ce jour-là. Cette petite fille est arrivée, elle était naturelle, drôle. Et voilà, c'est par ces messages-là que je me dis que c'est quand même une belle aventure. Après, je pense que la sortie va conditionner un peu nos choix à venir, mais voilà, oui, je pense qu'on a envie de continuer. Juste avant de vous rejoindre ici, on était en discussion justement avec Philippe sur un projet, avec Peut-être encore avec la Chine. Peut-être encore avec la Chine, mais un film qui voyagera peut-être plus. Ce sera peut-être plus facile s'il y a plusieurs pays dans le film pour trouver de l'argent dans tous ces pays, parce que là, c'était vraiment pas évident. Ouais.
Là, oui, c'est pas évident. On dit qu'il y a beaucoup d'argent en Chine, oui, c'est vrai, mais c'est pas facile de le trouver, quoi. Nous, on sait pas où il est, en tout cas. Si vous aviez, est-ce que vous pourriez essayer de nous donner la recette de finalement de ce succès, on peut dire, enfin, de la manière dont vous avez réussi à surmonter tous ces obstacles qui se sont présentés à vous durant cette aventure. Qu'est-ce que ça a été finalement? La persévérance. La persévérance, le sang-froid et la persévérance. Le sang-froid. Parce que oui, parce que le film, moi, j'ai encore sur mon iPhone, je le garde exprès, c'est pas sur mon iPhone, c'est sur mon téléphone chinois. J'ai un texto de Steve. Oh là. Qui dit, et je le garde exprès, et je n'ai jamais effacé, c'est marqué, c'est pendant le tournage, et à 11h du soir, il m'envoie un texto, il me dit, Philippe, on ne peut plus, on arrête, demain on arrête le film. Et c'était en plein milieu du tournage? Oui, oui, bien sûr. Donc ce qui nous a fait, ce qui fait qu'on est là, c'est que on s'est accroché comme des malades à cette histoire. Je veux dire, eux qui se sont investis, qui ont investi et qui se sont investis de façon gigantesque. Oui, vous avez mis votre argent. Bien sûr. Ah, il y a un moment où on s'est retrouvés pour des raisons de comédien que Philippe a mentionné tout à l'heure, on s'est retrouvés à avoir perdu une très très grosse partie du financement. Il y a un moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Voilà, Philippe a parlé de ce message-là. Nining est beaucoup plus aventureuse que moi et je pense que c'est un peu à l'image de la Chine et de la France. Je pense que la Chine avance, la France recule, la France les Français ont plutôt peur. Non, mais c'est quand même ça. J'ai aucune gêne à dire ça et voilà. Après ça a été un pari. Ça a été dur. Je vous parlais de la Corée du Sud à Busan quand on a montré le film en avant-première. Ça a été l'occasion de revoir des producteurs que je connaissais. Qui, là, sur film fini, vous tiennent pas le même discours que sur film non fini. Et il y en a un qui m'a dit, mais Nining a eu raison de continuer. Je veux dire, entre un film commencé et arrêté et continuer, prendre un risque plus important et avoir un film au bout du compte, je pense qu'au final, avec du recul, je pense qu'elle a fait le bon choix. Il faut citer son nom parce que le film, c'est une coproduction franco-chinoise. Et la post-production a été faite en France et on a pu la mener à bien aussi grâce au producteur français Paul Delbecq. Et pour répondre plus synthétiquement à votre question tout à l'heure, comment on a fait? Tout le monde a tenu, c'est-à-dire eux ils ont tenu, moi j'ai tenu, Paul Delbecq a tenu et on y est arrivé. Voilà. Il y a un message dans ce film qui est très actuel, le côté, surtout en Chine, où les gens se plaignent beaucoup de la pollution, du rythme de vie un peu trépidant dans les grandes villes, etc. C'est un message qui va vers le retour vers la nature, regarder les oiseaux, les relations familiales. Voilà, c'est pas un film, disons, basiquement écologique. Moi, ce que je veux dire un petit peu, c'est, sans le dire d'ailleurs, parce que moi j'ai de leçons à donner à personne, mais trouver un équilibre entre la vie de la grande ville et sa modernité et son côté formidable de technicité, etc., que moi j'adore. Donc, et une proximité de la nature qu'il ne faut pas oublier. C'est pas l'un ou l'autre, c'est trouver un équilibre entre les deux, quoi. Voilà. D'ailleurs, dans le film, le grand-père, on peut penser qu'il est passéiste, qu'il retourne vers ses racines. Oui, c'est ce qu'il fait, mais il y retourne avec un iPhone. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus, non lui, il essaye aussi de vivre dans la modernité. Mais c'est un truc à trouver, voilà. Pour l'instant, je crois que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Mais en Chine, c'est particulièrement contrasté, le côté de la grande ville de Pékin, cette folie, quoi. C'est social qu'on ne voit pas. Et la nature qui est pas si loin, parce que hier, on était à 1h30 de Pékin. À 1h30 de Pékin, on voit très bien le ciel. Donc, voilà, il ne faut pas oublier ça, quoi. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Merci Philippe Muil et merci Steve René. Nous souhaitons bonne chance au film Le Promeneur d'Oiseaux qui va bientôt sortir. Et nous nous quittons en musique avec un extrait de la bande-son du film Le Promeneur d'Oiseaux.